Salut tout le monde, salut le chat et particulièrement à Stéphane Dalcol et Lucas Demain qui nous ont déjà salués dans les commentaires, également Sébastien. Et pour ce nouvel épisode d'Overtime, je suis accompagné de Jean-Philippe Presselwenger. Salut Jean-Philippe. Salut Pascal, salut à tous. Régis Cerf, salut Régis. Salut tout le monde. Stéphane Rochette qui retrouve sa place habituelle, salut Stéphane. Salut tout le monde. Et moi-même, Pascal Eberhardt, pour un Overtime qui va se consacrer à l'acte 1 de la finale de Swiss League. On va en parler en premier, puis ensuite on fera le tour des quarts de finale de National League, puisqu'on a passé la marque de mi-quart de finale avec les actes 4 qui ont été disputés hier soir. Salutations aussi à tous ceux qui sont en train d'arriver, hein, Thibaut, Jonathan, Jean-François, Morissette qui enchaîne. N'oubliez pas, les commentaires sont ouverts pour que vous puissiez nous poser vos questions sur vos équipes favorites. On va essayer bien évidemment d'y répondre dans l'heure qui vient. Bienvenue, c'est parti pour ce 16e épisode d'Overtime. Messieurs, on commence avec la Swiss League. Dimanche, il y a eu le premier acte entre Cloton et Ajoie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment un début en fanfare avec ses 4 buts en 8 minutes de jeu. Et puis ce 1 partout, surtout de Fuglister pour Cloton, qui a été entaché d'un gros hors-jeu. Je pense que rappeler un petit peu la situation, ce serait pas mal. Je ne sais pas, Stéphane, Régis, si vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour les hors-jeux sur les buts en Swiss League. Régis. C'est pas comme en National League, hein. On n'a pas le droit au coach challenge depuis le début de la saison et ça n'a pas changé. On aurait pu imaginer quand même que pour la finale où il y a deux équipes, on a des mêmes moyens de caméra équivalents pour tout le monde. On aurait pu imaginer que ce soit instauré pour la finale, mais ça n'est pas le cas. Donc le banc à Joulot n'a pas pu réclamer de coach challenge. Et on n'a pas pu déjuger les arbitres. Mais il y a eu, sur le jeu, il y a eu des réactions quand même. On a protesté ou pas du tout? Oui. Après le but, on a fait venir l'arbitre. On lui a dit on voudrait un coup de challenge. Okay. Il y avait hors-jeu et tout. Mais voilà. Dans des situations comme ça, l'arbitre en chef, s'il est persuadé, le R1 sur la séquence, celui qui a le jeu en face de lui ou c'est son côté, s'il est persuadé qu'il y a hors-jeu, il peut après revenir en arrière, dire il y avait hors-jeu, moi je l'ai vu. Mais Stéphane, ça c'est possible de revenir en arrière. Ça, c'est Stéphane, possible. Si je prends en compte, si je me mets à la place des juges de ligne, il y a un autre état d'esprit, une autre approche à avoir en Swiss League qu'en National League. Parce qu'en National League, j'ai envie de dire, quand on n'est pas sûr, on aurait plutôt tendance à dire on laisse aller, ils peuvent prendre un coach challenge. Mais en Swiss League, quand on pense qu'à 60%, il y a hors-jeu, puis à 40%, il n'y a pas, on aurait presque tendance plutôt à lever le bras en donnant le hors-jeu, puis comme ça, il n'y a pas de but et ça ne fait pas de polémique, non ? C'est moins risqué de siffler parce que tu ne sais pas ce qui arrive après que de ne pas siffler et qu'il y ait un but. Oui, parce que là, ils ne passent pas pour des bons arbitres. Quoi, je comprends. Mais là, je ne sais pas. Écoutez, c'est tellement. Il y a 1 mètre. Hein? Puis le gars, il revient. C'est pas un truc un bout de patin sur le rush quand les deux rentrent. C'est tellement difficile. Des fois, le gars, pour le juge de ligne, le gars, il rentre devant lui. Et puis le gars de l'autre côté, le porteur du puck, est là-bas. Puis c'est un patin. Donc là, on peut pardonner. Mais là, il y a 1 mètre. C'est un joueur qui revient contre non, mais il n'y a pas 1 mètre. Il n'y a pas 1 mètre. Mais il y a une bonne enjeu. À 30 cm, ça se voit bien sur les images. Le gars, il revient à contresens. Oui. Donc là, ça attire l'œil du juge de ligne. Donc voilà. Écoute, je pense qu'il a cligné des yeux à ce moment-là. J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est dommageable. Après, tu peux dire est-ce que ça aurait changé le match? On peut repartir le monde. Mais c'est clair que dans une finale, un jeu comme ça, je pense que c'est un petit peu embarrassant pour les arbitres, effectivement. Puis je pense que le juge de ligne en question, il doit s'en vouloir un peu. Stéphane, tu disais que le R1 peut prendre la décision s'il a vu le hors-jeu, mais il doit prendre cette décision avant d'avoir parlé avec le bon, non? Avant d'avoir parlé avec le bon, le bon d'Ajoie. Bon. Ça peut être, tu pris la décision parce que Gary Sheehan et puis tout le monde d'Ajoie est venu me dire non mais tu fous quoi? Non, si tu vas au banc puis tu reviens, tu dis là, Gary vient de me dire qu'il y avait hors-jeu, les gars, on va être hors-jeu. c'est clair que non. C'est clair que là, tu peux renverser ta décision avant, c'est vendable, c'est explicable, mais de la renverser après, t'aller discuter, là, ça fait un truc organisable. C'est pas très vendeur. Voilà, non, mais c'est juste pour que ce soit clair aussi pour les supporters à Joulot qui ont le droit de se sentir floués sur ce but. Mais au final, avec le score de 5-2, Jean-Philippe, il y avait finalement, surtout à partir du deuxième tiers, plus qu'une seule équipe vraiment qui a dominé ce match. Oui, c'est juste. Il y avait qu'une seule équipe sur la glace. Maintenant, c'est qu'un point, c'est qu'un match. Ajoie a toutes les cartes en main pour continuer.
Et puis, on a vu quand même ce que Dominique Forget, je ne sais pas si vous avez pu voir le match, mais j'ai regardé un bon bout. Dominique Forget, c'est quand même un gars 40 ans et il sort encore des matchs comme ça en play-off. Moi, il m'a impressionné. Hein. Il a un peu perdu de la vitesse, mais pas tant que ça. Moi, concernant Dominique Forget, il y a des bruits qui courent qu'il se serait engagé pour 3 ans dans un club de Swiss League à partir de l'année prochaine. Je vous dis ça, je vous dis rien. Avec une clause National League ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas le détail de son contrat, mais on m'a supputé qu'il avait signé une entente qu'il jouerait encore pendant 3 ans hockey professionnel en Suisse. À confirmer, j'ai eu une source, donc ce n'est pas suffisant, mais ce serait plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bon, mais Cloton, c'est quand même une belle machine dans l'ensemble. Hein. Il n'y a pas que Dominique Forget, il y a 4 lignes équilibrées, il y a vraiment de quoi bien faire. Moi, je pense que Ajoie a vraiment besoin de Jonathan Hazen s'ils veulent avoir une chance dans cette série. Et puis, je dirais aussi que cette saison, je ne sais pas pourquoi, mais Ajoie entame toujours ses séries sur la pointe des patins, que ce soit en quart de finale face à Viège, en demi-finale face à Langenthal. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un petit peu jauger, voir comment ça vient, voir comment s'ajuster. Et puis après, vraiment, ils sont préparés. Et je pense que c'est aussi le staff qui s'ajuste. En 48 heures, on a le temps de se repréparer, de travailler par rapport à ce qu'on a en face. Et je pense que ce sera une autre équipe ce soir. L'absence de Hazen, selon toi? L'absence quoi? L'absence de Hazen. Hazen, est-ce qu'il va revenir? Bon, oui. Il va revenir dans le match? Oui, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il était pratiquement éligible. Ça aurait été un 7e match ou un match décisif à Cloton il y a 2 jours, il aurait joué. Donc là, parce que ça pèse dans la balance. C'est quand même le meilleur buteur de cette équipe. C'est un buteur. But par match. Hein. C'est un buteur, c'est un leader. Et en plus, Ajoie ils n'ont pas comme surnuméraire un Robin Léonet, hein, quand même, il faut le dire. Hein. À la place, on a un joueur qui est promu de My Sports League dans l'équipe. Donc tout ça fait qu'ils ont absolument besoin d'un gars de ce calibre. Il y a Patrice qui réagit sur l'histoire de Forget dans le chat, Stéphane, et il nous dit si Forget a signé en Swiss League, si c'était à Viège ou à Chaux-de-Fonds, ça se saurait déjà. Est-ce que Patrice sous-entend que... Non, je vous dis juste ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu dans le milieu, c'est qu'il a l'intention de continuer sa carrière de hockey et qu'il se serait engagé pour les 3 prochaines années dans un club de Swiss League. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Je n'en dirai pas plus de toute façon parce que voilà, j'ai une source qui semble assez fiable et puis ce serait plutôt une bonne nouvelle pour lui parce qu'avec la saison qu'il a connue, puis l'athlète que c'est, si vous voyez l'athlète que c'est, moi, si le gars peut continuer à jouer au hockey jusqu'à 44 ans, moi, je dis chapeau. S'il a la volonté et le courage de faire, chapeau. Et je pense qu'avec ce qu'il fait, ce qu'il a montré cette année, il peut, comme joueur suisse, il peut rendre d'excellents services à un club de Swiss League, encore une fois. Donc, voilà, à confirmer, c'est une source qui est relativement fiable. Et on verra si c'est à confirmer ou non. Oui, c'est toujours mieux d'avoir 2 sources hein, quand on entend ce genre de bruit. Régis, pour revenir sur Hazen, est-ce que tu sais s'il sera aligné ce soir ou pas? Alors, je n'ai pas la certitude, mais il y a de grandes chances qu'il joue ce soir parce que visiblement, sa blessure ne peut pas se détériorer, même s'il prend le risque de jouer. Ce n'est pas quelque chose qui peut l'handicaper à très long terme. Ce n'est pas une blessure au genou qui pourrait avoir des dommages à plus long terme. Jean-Philippe, ce serait plutôt une bonne nouvelle si Hazen revient ce soir déjà. Après tout ce qu'on a dit, évidemment que c'est une bonne nouvelle. Pas pour Cloton, mais pour tous les fans d'Ajoie et pour l'équipe et pour Gary, évidemment. Quoi. C'est sûr que d'avoir de nouveau son duo qui vous bat tous les records quasiment chaque année au niveau des points marqués dans la Swiss League, bien sûr que ce serait une bonne chose. Et puis, ça équilibrerait aussi le tout, peut-être. Alors, réponse ce soir dès 19h25 avec notre studio sur place pour l'acte 2 entre Ajoie et Porrentruy. On va s'intéresser à la National League. On va commencer avec la série entre Ajoie et Porrentruy. entre Ajoie et Cloton. Voilà, là. C'est la fatigue des playoffs. Merci de l'avoir relevé. On passe à la National League avec le premier quart de finale, celui entre Zug et Berne. Il y a 2-2 dans cette série. Régis, Berne peut-il aller chercher une victoire à Zug pour tenter de créer de la grosse surprise de ces quarts de finale? J'ai presque envie de dire que Berne nous épate tellement depuis 2 semaines
que oui, c'est possible. C'est quand même loin d'être fait parce qu'on a vu qu'à Zoug, les 2 premières rencontres avaient été quand même solides. Hein. C'est quand même pas une équipe de Suisse centrale qui prend ses matchs à la légère. Elle semble avoir beaucoup plus de peine dans la capitale parce qu'elle se fait aussi plus bousculer. Mais je pense que sur un match, si Berne continue d'enchaîner comme ils le font, d'avoir un gardien aussi solide qu'ils ont, ils sont capables d'en gagner une. La question est aussi de savoir si Giannoni, qui n'est pas extraordinaire jusqu'à présent, va flancher une fois à domicile. C'est loin d'être impossible, mais cette citadelle imprenable qu'on avait érigée à Zoug en championnat régulier, là, il y a quand même quelques fissures qu'on peut entrevoir dans la muraille. Alors, il y a déjà Christine qui te remercie pour cet avis, et puis Sébastien qui nous dit que oui, Berne peut aller. Jean-Philippe, on l'a dit, hein, Berne bouscule Zug à Berne, mais il faut porter ça maintenant à la Bossart Arena. Oui, c'est juste. Et s'ils veulent passer, il faudra gagner une fois là-bas, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que c'est une surprise? Oui, c'est une surprise d'être à 2-2. Après, à voir ce que ça donne. Il ne faut pas oublier que Berne, durant la majorité de la saison, disons, quand ça a commencé à plus ou moins tourner comme il faut, était régulièrement en dessous de ce qui devait. Les résultats ne suivaient pas par rapport à la performance qu'ils montraient sur la glace. Un petit peu à l'image de Fribourg dans l'autre série. Et là, maintenant, il commence à être à des niveaux normaux ou un peu meilleurs que ce qu'on attend. Eh bien, ma foi, les résultats sont là. Les joueurs comme Chervet, comme Pestoni, comme Praplan, même André Heim, maintenant, qui porte le casque de top scorer, ce sont des bons joueurs de hockey. Puis, ma foi, quand ça tourne, ben, ça tourne. Et puis, il suffit tout d'un coup que Karunen soit un peu plus constant que ce qu'il a pu être dans la saison régulière, parce que Karunen, il pouvait sortir 93-94% un match, et puis 3 jours après, être à 80 et quelques, et puis passer à travers. Et là, ce n'est pas le cas. Et bah ouais, Zouk va être encore embêté un petit peu, je pense. Alors Fabien Luisier nous dit, nous pose la question, est-ce que Berne est meilleur ou Zug moins en forme en ce moment? Stéphane, je pense comment que tu vois ça, toi, qui a Berne vu plus d'ensemble? rend Zug un peu moins bon parce que Berne joue du meilleur hockey, plus intense, plus physique un peu. Et vous avez évoqué les gardiens. Je pense que Karunen, depuis le début de ses pré-playoffs contre Davos, a été transcendant, a été décisif. Et là, il est vraiment bon. Il fait des gros arrêts. C'est pas le Karunen un peu erratique qu'on a connu, ou disons un Danty qui était capable du meilleur ou du pire. Je ne suis pas impressionné par la performance de Giannoni, sincèrement. Les 2 matchs à Berne, je l'ai trouvé un peu chancelant, sans être mauvais. Il y a des pucks qui l'ont troué, des pucks avaient des yeux. Il était mal positionné hier sur un but. Il y a eu deux buts de gag. Là. Le premier, dans le premier match, il y avait un casque. Hier, il y avait le dos de Chervet. Donc, la réussite, les choses tournent bien. Berne sont dangereux parce qu'ils sont sur un lancé, un momentum. Ils ont, comme Rapperswil, ils ont gagné la première série. Et puis là, c'est une équipe qui est en pleine confiance et à la bourre et joue avec une assurance qu'on ne leur a pas connue durant le championnat. Et cette lancée-là peut faire douter Zug éventuellement, aussi bon soit-il. Mais Zug doit réagir. Donc, il y a une histoire de gardien, il y a une histoire de momentum. Et puis, je pense que Zug est un peu surpris peut-être de la performance de Berne, ne pensait pas être aussi accroché ou aussi dérangé physiquement. Et il faut dire que Berne, ils font le job, les gars, ils travaillent fort et tout le monde met la main à la pâte. Est-ce que leur talent va suffire face à l'armada de Zouk? J'en sais rien. Mais ça reste une série qui va se jouer au meilleur des 3, les garçons, à partir de maintenant. Moi, je me demande quand même s'il n'y a pas à Zoug une certaine pression qui monte. Ah ouais. L'équipe, elle a été tranquille, là. Hein, vraiment une saison extraordinaire. Tout a fonctionné. Vraiment, de A à Z, il n'y avait quasiment aucune fausse note tout au long des 52 matchs. Et puis là, il se retrouve avec plus qu'un poil à gratter. On se doutait que ce serait au moins un poil à gratter, mais avec une équipe qui rentre dedans et tout. Et je pense que maintenant, on doit quand même, dans le vestiaire de Zouk, se dire c'est pas encore gagné. Et il y en a dans la tête qui doivent c'est pas la première fois qu'une grosse équipe se fait accrocher par une moins bonne équipe, en tout cas au vu des résultats de la saison régulière, en première ronde. Mais je pense que Zug est un peu surpris, oui, de la façon dont Berne est sorti, de l'engagement physique de Berne, Karunen. Donc, c'est tous les trucs qui jouent en dessous des casques des joueurs de Zug maintenant. Puis ils disent, attends, est-ce qu'on est vraiment rendu à 2-2 contre Berne?
Et puis là, ça se joue meilleur des trois, là, que la pression va commencer à monter, ce qu'ils n'ont pas eu toute la saison. Et les gros joueurs, là, il y a Diaz qui est revenu. Diaz a raté 2 matchs, il est revenu. Il joue blessé, selon mes infos. Là, clairement, il est diminué. Je regardais patiner hier. Là, t'es loin d'être à l'aise. Mais bon, même à ça, Zug, avec l'équipe qu'ils ont, avec la performance qu'ils nous ont, avec les performances qu'ils ont eues tout au long de la saison régulière, devrait normalement passer l'épaule. S'ils le font pas, s'ils battent pas Berne, ils ne sont pas encore perdus à la maison. Hein, non, la série n'est pas terminée. Ils peuvent gagner les 2 prochains. Et puis on dit OK, ils ont Berne. Mais pour la pression est clairement sur Zug. Si Zug ne réussit pas à battre Berne, je pense que pour eux, ce sera un perdre au premier tour. Peu importe contre qui, ce sera un échec avec la saison qu'ils ont connue. Et puis Berne, rien à perdre, les gars. C'est ça qui est la force de Berne actuellement. C'est que Berne, ils ont connu une saison très ordinaire, voire mauvaise avec l'effectif. Il y a un effectif moyen, mais ils n'ont pas performé, tu le disais, Jean-Phi, comme on les attendait. Ils n'ont rien à perdre. On ne les attendait pas là. Ils gagnent des pré-playoffs, etc. Puis là, eux, c'est que du bonus. S'ils perdent, c'est normal. S'ils gagnent, c'est wow. Et puis du côté de Zug, c'est l'inverse. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront jamais perdre avec les honneurs. Et la pression est clairement du côté de Zug actuellement. Et je pense que ça va commencer à jouer dans les casques. Est-ce que vous pensez justement là, sous les casques, il y a encore pas mal de joueurs de Zug qui ont vécu la désillusion de la finale il y a quelques années contre Berne? Ils étaient aussi partis favoris. On se souvient, il y avait une charge terrible d'Almquist sur Reto Souris. Est-ce que ce genre de souvenir, ça vous prend pas encore un peu d'énergie ou ça ramène pas quelque chose que vous aimeriez mettre de côté pour ce genre de quart de finale? Vu que j'ai pas parlé depuis un petit moment, j'ai envie de dire peut-être, ouais. Écoute, c'est vrai que en plus c'est la dernière série de playoffs qu'il y a eu. Et ils se retrouvaient dans une bonne position pour aller décrocher un titre. Ils avaient tous les éléments pour. Et effectivement, ils ont perdu, c'était quoi, 4-1, il me semble, la série. Cette finale-là, où, on les avait aussi tous mis favoris dans cette finale. Berne avait une bien meilleure équipe quand même. Oui, mais c'est ça. Est-ce que ce serait le début d'un complexe bernois à Zug? Enfin, on va pas tirer des. Ce ne sera pas la seule équipe en Suisse à avoir un complexe avec Berne. On est d'accord. Non, puis on va quand même rappeler que Berne, ils avaient gagné une série en étant 8e. Ils avaient même gagné un titre en étant 8e. Hein, donc. Et encore une fois, je répète, ils n'avaient pas la même équipe. S'ils réussissent à faire ça cette année, messieurs, avec l'équipe qu'ils ont sur le papier, sans être mauvaise, elle n'a rien à voir avec l'équipe qui avait obtenu 67 points sauf erreur en 50 matchs. C'est nettement mieux que ce qu'ils ont fait cette année. Cette année, il y a eu des moments où ils ont joué avec 3 étrangers. On connaît la situation. Et cette équipe-là était armée. On avait été chercher un Stepanek au goal à la fin, si je me souviens bien. C'est juste. Cette équipe-là était armée autrement. Là. Berne avait sous-performé, avait un paquet de blessures durant la saison, mais sur le papier, je pense qu'elle était nettement meilleure que l'équipe d'aujourd'hui, ce qui rend l'exploit éventuel. S'ils réussissent à passer Zug, ce qui rendrait cet exploit encore plus extraordinaire au vu de l'effectif et de la profondeur. Je regarde juste en défense, messieurs. Ça n'a rien à voir avec la défensive qu'ils avaient dans ces années-là. Je dis, regardez. Gerber était déjà là. Oui, mais Gerber, il y a quel âge? Oui, mais Gerber en 1840, il était déjà. Yannick Buren, Zrid, Thierry, excusez-moi, mais Anderson est offensif. Untersander renaît un petit peu de ses cendres, a connu une saison compliquée, et puis on le revoit. C'est un défenseur que j'adore en passant. Mais à part ça, je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'équipe qui avait réussi cet exploit. Alors, s'ils réussissent cet exploit maintenant, déjà de passer Zug, alors ça sera tout un exploit pour moi, vraiment remarquable. Et puis par la suite, on ne sait pas après une équipe en mission où ça peut aller. Une équipe en mission, c'est une très belle transition pour parler de Lugano-Rapperswil. Et à 3-1 dans cette série pour les Lakers saint-gallois. Ma question, Jean-Philippe, Lugano doit-il mettre Joseph sur la feuille de match à la place d'un des autres étrangers? Ouais, c'est clair que quand vous êtes à 8-0, là, on en discutait en préparant l'émission avec Régis, comme Butker, qui est attendu comme un gros canon de la NHL qui doit brûler la ligue, on en est loin et on peut se poser des questions. Évidemment, pourquoi pas Troy Joseph, ça a passé 2 fois dans l'alignement, il a chaque fois donné satisfaction. Mais ça ne s'arrête pas à un étranger, il me semble. D'après ce que j'ai pu entendre ou voir, il s'agit plutôt d'une attitude générale, et puis ça touche un peu tout le monde. Alors changer une pièce, je ne sais pas si ça suffira.
Ouais, je pensais plutôt à l'électrochoc dont on parle souvent pour essayer de relancer une équipe. Régis, toi qui suis cette série, tu nous disais en discussion en préparant l'émission que Rapperswil était épuisé après le match. Finalement, c'est peut-être un élément aussi, la gestion des efforts et de la fatigue, notamment dans l'équipe qui est dite la plus petite mais qui mène au score. Bon, là, il y a 3-1 dans la série. Ça veut dire que Rapperswil doit gagner un des 3 prochains matchs. Donc forcément, je pense qu'aujourd'hui, ils sont les favoris. Mais quand je vois la fin du match hier, le début, Rapperswil est venu comme des lions affamés, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont bondi, ils ont pris Lugano à la gorge. Et plus le match avançait, plus on sentait que l'énergie commençait à manquer. Sur la fin du match, j'ai pas calculé, mais il y a eu, je pense, 10 dégagements interdits dans les 10 dernières minutes. Rapperswil était complètement cramé. Est-ce que ça aura de l'influence sur les 3 actes qui pourraient rester? Je mets la question ouverte parce qu'on n'a pas la réponse. Tout le monde sait que des fois, on peut connaître un soir où on est fatigué, l'équipe a de la peine, mais 2 jours après, on est de nouveau en pleine possession de ses moyens. Je ne sais pas quel Rapperswil. Ce que je vois, en tout cas, c'est une équipe de Rapperswil qui est clairement en mission. Le mot, il est juste, elle est limitée dans ses moyens, mais tous les joueurs jouent en tout cas à leur niveau, voire ont même passé en dessus de ce niveau qu'on pouvait imaginer chez eux. Même le 4e bloc, il a marqué un but en prolongation et quand on le voit sur la glace, il ne se gêne pas d'ailleurs, Tomlinson, hier, de mettre son 4e bloc contre la première ligne de Lugano. Donc il a compris que son équipe tournait à plein régime. Elle était vraiment très très gênante pour l'adversaire qui ne trouvait pas les solutions. Et au final, maintenant, il y a une équipe qui est vraiment au pied du mur. Visiblement, ce sera encore avec Serge Pelletier pour la rencontre de mercredi, mais il va falloir changer des choses. Et pour reprendre la question que tu as posée tout à l'heure, Butker, 8 matchs, 0 points, c'est quoi? Soit il a déjà la tête à Copenhague et il faut qu'il prenne le prochain avion, soit il va un petit peu réagir. Je ne sais pas, moi, Troy Joseph, il a montré des belles choses. Mais est-ce qu'à ce stade-là, c'est sur lui que tout repose? Il y a aussi la question de Ide, qui marque pas un point depuis le début des playoffs, qui a une influence sur le jeu offensif qui est maintenant réduite à néant. Et ils ont encore Terence Brennan, qui est un gars qui a, je crois, une 70aine de matchs de NHL, qui n'est pas non plus un nobody total. Est-ce que on dit on n'a pas changé l'entraîneur, mais on fait un électrochoc total pour ce match numéro 5 et on sort les 2 gars qui sont pas à la hauteur et on en fait rentrer 2. Je pense quand même pas qu'ils vont aller jusque-là, mais Lugano a quand même encore des cartes à jouer. On n'a pas joué la carte du changement de coach, mais est-ce qu'on va jouer celle-là des joueurs? Régis, je regarde les statistiques. J'ai suivi ces matchs-là du coin de l'œil, j'ai vu les buts, mais je regarde les statistiques. C'est plus de 40 tirs au but par match de Lugano. Rapperswil se fait outshooter à tous les matchs. Rapperswil bloque un paquet de pucks, se barricade en défense, joue les contre-attaques, etc. Est-ce que Lugano joue si mal que ça ou c'est la réussite, on en manque de réussite? Voilà, c'est la question. On peut tirer tout ce qu'on veut sur le système, sur ci, sur ça. Est-ce que les occasions sont là et puis que Niffler danse sur la tête et puis ils sont mal payés ou comment tu perçois ça? De l'extérieur, ça a l'air de ça. Ça a l'air d'un manque de réussite totale de la part de Lugano et puis que Rapperswil a une baraka épouvantable. C'est juste ou je me trompe? Moi, je ne le vois pas de manière aussi flagrante. Je vois qu'il y a un grand Niffler. Ça, c'est sûr, c'est le premier élément du puzzle. On parlait que c'était une faiblesse à Rapperswil en début de playoff. C'est la seule équipe qui avait une moyenne cumulée de gardiens en dessous de 90%. Voilà quoi. Mais en tout cas, il est en super forme. Il est vraiment au-dessus. Il a toujours des gros pourcentages. Bon, chapeau. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, ils ont un système défensif qui fait qu'on laisse beaucoup de shoots, même en périphérie. Donc, ce nombre de shoots, il est impressionnant, mais il est trompeur. Et même quand on me dit, comme j'ai eu une discussion sur ce qui est considéré comme vraie occasion de but, quand on me dit il y en a quand même eu 30 sur l'acte 3, mais je les trouve quand même bien pesés par rapport à ce qu'on peut... ouais, ça me paraît beaucoup, quoi. Je ne trouve pas forcément que Lugano a autant de grosses occasions que ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que Lugano n'arrive plus à jouer. Quand ils sont dans le camp de Rapperswil, il n'y a plus de jouerie. Ils ont déjà essayé de changer 3 fois la première ligne en cours de match ou avant le match hier. Et qui que ce soit, on a des gars qui ils donnent l'impression de se chercher, de ne pas savoir où donner le puck, comme si l'adversaire avait réussi à leur faire perdre leur repère. Je ne vois pas d'autre moyen que dire que c'est une équipe qui
qui a totalement perturbé son opposant, Comme qui n'est contre plus Vienne. du tout en confiance. Comme Comme contre contre Vienne. Vienne, exactement. Donc là, Lugano n'est plus en confiance. Et à l'inverse, les autres, chaque fois qu'ils en plantent un but, c'est comme planter un clou. Et la confiance, elle est encore plus grande, quoi. Hier, Egenberger marque 2 fois. Il n'avait pas encore marqué depuis le début des playoffs. Ça fait un joueur de plus qui est en confiance. C'est 5 victoires, 1 défaite. Depuis le début des pré-playoffs du côté de Et c'est Rapperswil, ça. 5 victoires, 1 défaite. Ils ne font pas tout faux, c'est pas que de la chance forcément. Hein. Donc, mais moi, je regardais, si vous regardez sur le site de la Ligue, j'en parlais dans ma chronique, il y a les expected goals, les buts attendus, il y a des statistiques qui se font, hein. Ils cumulent le pourcentage de chances de réussite en fonction des tirs, de la provenance des tirs. Et je n'ai pas regardé hier soir attentivement, mais lors des 5 premiers matchs de Rapperswil en pré-playoff et playoff, ils auraient dû en perdre 4 si on se fie. C'est de la théorie d'expected goals, mais ça donne une idée de la qualité des chances de marquer ou la qualité des tirs. Ils auraient dû en perdre 4, mais ils en ont gagné 4. Donc, je me dis, est-ce que ça va tourner à un moment donné? Est-ce que tout à coup, la Baraka va les laisser? C'est la question que je me pose de l'extérieur. Et je pense que Serge Pelletier se pose aussi la même question. Mais voilà, on doit trouver la solution en interne. Puis au bout d'un moment, si tu dois marquer des buts en play-off, c'est peu importe comment, tu dois trouver une solution de les faire. Et puis Rapperswil trouve une façon de marquer des buts. C'est clairement ça, je pense. Alors, messieurs, avant de prendre la question de Pierre-André Roy sur la relation de Micheli et Pelletier, il y a mal à l'épaule, le Pierre-André. J'espère que ça va mieux. Il paraît que tu chutes en ski, mon Pierre-André. Il y a quand même plusieurs personnes qui nous demandent si Pelletier sera sur le banc demain. Parce Alors, qu'il y a eu des rumeurs. J'ai une info qui vient de notre collègue commentateur Patrick Della Valle de MySports italien, qui a pu parler à Nat Domenichelli, et Nat Domenichelli lui a dit, j'ouvre les guillemets, je cite, « Je ne sais pas si nous réussirons, mais nous gagnons et perdons ensemble. Arrêtez de dire que nous changeons d'entraîneur. » Ça, et je ferme la fin de citation. Voilà, ça, c'est Domenichelli qui a mis les choses au point à midi 06. Voilà, c'est tout frais. Si il a vraiment dit ça, quelque part, la réponse, elle est tombée et on a compris qu'ils allaient continuer avec Pelletier. Mais Nat Domenichelli, semble-t-il que certains l'ont vu entrer dans le vestiaire après la deuxième pause quand même hier. Moi, je l'ai vu tout d'abord à la fin du tiers. Il est allé à la machine à café. Moi, je l'ai vu prendre des notes. Chercher un café, c'est tout. Régis, qu'est-ce que tu racontes? Et après, il était dans le vestiaire. Donc, Mais je t'embête. C'est une information intéressante. C'est pas la première fois qu'il descend dans le vestiaire. Il l'a déjà fait, mais pas durant un match depuis le début de la saison pour aller sermonner certains joueurs qui étaient en sous-régime à un certain moment de la saison. Mais il est allé avant un entraînement et pas avant un match. Mais durant un match, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il fait ça. Est-ce qu'il est allé parler au coaching staff ou aux joueurs? C'est la question qu'il faudrait que tu nous... Faudrait enquêter. Mais après, en tout cas, il a changé ses blocs dans le troisième tiers. Il a coupé son banc, il a mis enfin leur meilleur élément. Parce qu'il faut dire que le meilleur élément de Lugano, il joue dans le troisième bloc. Moi, je ne comprends pas. C'est Luca Fazzini. C'est Luca Fazzini. Il n'est pas top scorer par hasard. Il n'a pas eu la chance de récupérer un casque au passage et puis il est jaune. Non, il est vraiment le meilleur élément. Pour moi, c'est le moteur. Il y a quelques joueurs qui mettent leur trip sur la glace. Et ce ne sont pas les étrangers, ça c'est clair, mais ce sont plutôt des Tessinois qui mouillent leur maillot. Et Luca Fazzini devrait être dans ce premier bloc depuis un moment et je ne comprends pas pourquoi il n'y est pas. Voilà. Parce que ils ont fait toute la saison, ils ont joué avec Bodker, Arcovello et Burgler. Burgler a quand même marqué 17 buts, mais Burgler est en partance pour Lugano, on sait ça. Mais c'est vrai que peut-être que... Ambry, on est tous fatigués. Hein. 2 ans, ouais. 2 ans, ouais. Donc, Domenichelli n'a pas souhaité le garder, en tout cas, voilà, pour X raisons. Mais peut-être que mettre Fazzini sur le premier bloc, c'est peut-être... pourquoi pas? Il faut créer un déclic. Il faut clairement qu'il y ait un déclic offensif. Et puis là, à un moment donné, changer les blocs, c'est la première option, évidemment, et l'option la plus simple. Alors, je reviens quand même sur la question de Pierre-André, parce que je n'ai pas eu le temps de la poser. C'est, y a-t-il un problème de relation entre Domenichelli et Pelletier? S'il la pose, c'est qu'il sait plus que nous. Il a des antennes à Lugano, Pierre-André. Non, à part ça, il y a Marc qui nous dit on est beaucoup sur à s'intéresser aux équipes qui ont des problèmes, qui sont en train de mener, mais au final, est-ce qu'il n'y a pas eu un travail d'analyse, que ce soit du côté de Berne ou du côté de Rapperswil, sur les meilleurs joueurs adverses pour pouvoir les museler dans ces séries? Tout le monde fait ça, bien sûr. Mais oui, mais il faut quand même dire une chose, c'est que moi je fais cette série-là entre Lugano et Rapperswil, mais je fais clairement la série la moins intéressante dans le jeu proposé. Parce qu'on a le droit d'être fan de Rapperswil, on a le droit d'aimer cette équipe.
mais elle propose pas grand-chose d'intéressant. Elle est plus destructrice que constructrice. Ah ouais. Et quand on doit suivre avec un peu d'extérieur ça, et qu'on n'est pas dans une tribune de supporters et tout, c'est quand même pas l'équipe qu'on se réjouit le plus d'aller commenter. Le SC Rapperswil United Lakers. Je suis désolé. S'entend. Mais écoutez, si Rapperswil se rend en demi-finale, les gars, entre nous, surtout nous pour les Romans, parce qu'évidemment, c'est une équipe suisse-allemande qu'on ne suit pas beaucoup. Est-ce que c'est vraiment bon pour la Ligue? Est-ce que c'est vraiment bon pour le hockey? Je ne crois pas. Non, pas, c'est comme ça, hein, c'est la loi des pas playoffs. que les petits poussets puissent avoir une chance face au gros? Non, oui, j'aime bien que les petits poussets, c'est toujours une belle histoire. Les gens disent, c'est cool, qu'ils ont des chances, etc. Mais sauf qu'à un moment donné, Rapperswil, on sait que c'est loin d'être sexy, tu le dis, le jeu proposé n'est pas très intéressant. Pour le spectacle, pour la pub, pour le truc du hockey, je trouve ça... Faudrait faire quoi? Leur faire jouer qu'avec 2 étrangers ou bien attacher la main de Niffler dans le dos? Non, mais s'ils réussissent, tant mieux. Je dis juste de façon générale, c'est une réflexion globale. Est-ce que c'est bon pour notre hockey de se retrouver avec une équipe qui a 1 point en saison régulière par match, puis depuis qui n'a pas été bonne, qui n'a pas énormément de talent? Oui, il y a 2-3 joueurs offensifs, etc. Est-ce que c'est vraiment une bonne pub pour notre hockey? Est-ce que les dirigeants de la Ligue, on en reviendra, vont se dire, est-ce que là, les pré-playoffs, c'est sympa, il y a eu des surprises, puis c'est bon pour l'engouement, puis la bagarre était pour le top 6, puis on donne la chance aux moins bons, aux ceux qui ont moins performé, de se rattraper, c'est ce qui arrive. Est-ce que sur le fond... Sur le spectacle proposé, je suis d'accord. Mais quand tu finis deuxième du championnat avec 60 points d'avance sur Rapperswil, puis que tu n'es pas capable pour l'instant de faire la différence, mais tu peux t'en prendre qu'à toi, ce n'est pas le système. Tu as un problème dans ton équipe. Il y a quelque chose qui cloche là. C'est pas ça que je dis. C'est pas le système, je pense. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que pour le spectacle, ma seule remarque ne concerne que le spectacle hockey. Pour la promotion du hockey, est-ce vraiment bien d'avoir une équipe aussi faible que Rapperswil? Parce qu'on peut le dire que ce n'est pas une bonne équipe. Arriver en demi-finale. Alors, est-ce que c'est intéressant pour notre sport? Est-ce que c'est vendeur? Tu le dis, toi, tu viens de le dire, Régis. C'est pas sexy, c'est pas intéressant, c'est pas beau. C'est pas sexy, c'est pas vendeur. C'est ça que je dis. Mais c'est la loi des playoffs. C'est ça. Ouais, c'est la loi des pré-playoffs maintenant. Parce que c'est une équipe qui, dans une année normale, dans quel championnat au monde, on en discutera plus tard, on fera des théories plus tard avec ça, mais dans quel championnat professionnel au monde, une équipe qui finit avec 1 point par match, qui finit 9e dans le dernier tiers de son championnat est loin, peut arriver en demi-finale. Aucun. Alors, Stéphane, ça, c'est le système qu'on veut. Voilà. Alors, Stéphane, en Suède, en Finlande, en Allemagne, en Autriche... Moi, j'ai un exemple très parlant. Il y a des pré-playoffs. Stéphane, en République tchèque, ils ont fait un premier tour de play-off qui excluait les 4 premiers en best of 5 et qui prenait le 5e face au 12e. Et le 12e a passé. Et le 12e a passé. Oui, le 12e a passé. Olomouc a battu Pilsen en 3 matchs, 3-0. Et moi, j'ai pas vu la faire du hockey. Mais voilà, c'est du hockey, c'est sympa, ça garde l'engouement. Mais pour moi, au bout d'un moment, je trouve que c'est pas 50 matchs amicaux. Je m'en fous, je peux perdre les 50 matchs. Il s'agit de gagner les 4 derniers pour passer. Je trouve ça un peu dommage. C'est tout sur le fond. C'est juste une réflexion globale que je fais. Après, on peut dire mais on a voté pour ça, c'est vrai. Puis les clubs ont voté pour ça, c'est ce qu'on a voulu. Ben voilà, maintenant on l'a. Mais ce n'est pas encore fait, évidemment. Mais je me pose juste la question, est-ce que les gens, ça les intéresse de voir Rapperswil ou une équipe en République tchèque qui a fini 12e se retrouver en demi-finale? Est-ce que c'est vendeur? Est-ce que c'est bon pour le spectacle? Je ne crois pas. Parce qu'après, ça banalise toute la saison régulière. La saison régulière, finalement, les gens, vous payez de gros prix pour venir les voir, puis ça compte pour beurre. Alors Stéphane, cette réflexion, on supprime les playoffs parce que quand le 8e il gagne le championnat, c'est la même chose. Donc on supprime les playoffs puis on revient au championnat où le champion c'est celui qui gagne la saison régulière. Les 8 premiers, c'est 2 tiers. Les 8 premiers, tu as obtenu une qualification. Après ça, alors, les gens, chacun a ce truc là-dessus. On a ajouté ça cette année, il faut vivre avec ça. Puis on a 2 surprises. Et puis certains le verront positivement. Ils disent c'est sympa, c'est la belle histoire. Les petits, ceux qui ont surperformé en championnat, qui peuvent se rendre là. Je les comprends. Moi, je dis sur le fond, est-ce que quand tu as sous-performé sur 50 matchs, est-ce que c'est bien de te retrouver là? Après ça, dans la vie, on n'a pas de choses qu'on mérite. Et puis que c'est l'engouement des playoffs. Mais à ce niveau-là, tant qu'à faire comme ça, donnons un sucre aux 4 premiers, donnons un bail aux 4 premiers, puis les 8 derniers se battent pour participer au 2e tour à ce niveau-là. Oui, mais alors, ça là aussi. On ne récompense pas non plus les équipes qui ont super bien performé. Après, quand il y a un quart de finale, top 8, c'est les 2 tiers des équipes, c'est correct. Il y a une coupure qui se fait, ceux qui ont été top 8.
mais récompensons les équipes qui ont performé toute l'année, qui nous ont donné du spectacle, qui ont vendu des billets, qui se sont donnés à fond, et puis voilà, moi, c'est une réflexion globale. Certains partageront mon avis, d'autres pas. Mais la Ligue a voulu comme ça, il faut vivre avec. Je dis simplement que pour le spectacle... Alors, je réponds juste à Plouf qui nous dit les playoffs se jouent en 7, les playoffs ne sont pas des playoffs puisqu'ils sont joués en 3. Donc, les demi-finales et la finale cette année ne sont pas des playoffs puisqu'ils jouent en 5. Voilà. La réflexion... C'est une réflexion qu'on peut développer chacun. Moi, je respecte l'opinion de tout le monde là-dessus. Moi, la mienne, je me dis, bof. Stéphane, je suis d'accord sur le fait qu'il faut respecter l'opinion de tout le monde. On se plaint depuis plusieurs années que c'est toujours les 4 mêmes qui gagnent, c'est-à-dire Zurich, Berne, Davos, et puis une fois Zug, une fois Lugano, machin. Et puis là, tu veux faire quoi? Tu veux encore donner un bonus à ceux qui performent bien pendant la saison. Alors cette saison, c'est pas tout à fait Zurich, Berne, etc. Mais en général, c'est ça. Donc on les aiderait encore à continuer cette hégémonie sur le. Puis tant qu'il y aura, tu sais très bien que tant qu'il n'y a pas de salary cap un peu sérieux, ça ne changera pas beaucoup. C'est un argument que je peux entendre, de dire, écoute, on veut changer la hiérarchie, on veut que ça ne soit pas que les meilleurs qui finalement aillent jusqu'au bout, puis que ça chamboule, etc. C'est un argument que je peux tout à fait entendre. Si c'est ça qu'on veut, oui. Je trouve juste qu'on banalise, on enlève l'importance à la saison régulière, parce qu'ultimement, tu peux te dire, en République tchèque, c'est le 12e, où la dernière équipe réussit à se faufiler. Je crois qu'il y a 15 équipes. Là, c'est que c'est... Hein, pardon? Je crois qu'il y a 15 équipes dans le championnat. 15 équipes, mais le 12e, bon, ça équivaut à Rapperswil. Est-ce que, sur le fond, est-ce que c'est ça qu'on veut, de banaliser le championnat qu'on suit avec passion pendant 50 tours, 50 matchs, puis dire à la fin, il n'y a plus rien qui compte? C'est une opinion personnelle. On banalise une saison. À ce moment-là, prenons les 12 l'année prochaine, les gars. Faisons un tournoi à la ronde. Il y aura 13 équipes l'année prochaine, Stéphane. Mais les pré-playoffs, ils les ont votés, les clubs, donc ils assument. Est-ce que le prochain vote sera aussi unanime à perdurer dans ces pré-playoffs? J'en sais rien. Bon, à part ça, Stéphane, si Bienne et Davos avaient gagné les pré-playoffs, on n'aurait pas cette discussion en ce moment. Ben non, parce qu'il y a surprise. C'est juste, bah oui. Mais après, on peut se poser la question des pré-playoffs au meilleur des 3, parce que la décision de le faire au meilleur des 3, elle a été prise parce qu'on ne peut pas laisser les autres au repos pendant 2 semaines. Si on fait au meilleur des 7 des pré-playoffs, pour que ce soit plus représentatif sur 7 matchs que sur 2, on s'entend. On l'a toujours dit. On a dit on ne peut pas laisser les autres 2 semaines au repos, ce que je comprends. Donc, ça se joue sur 3 matchs. Ça renforce un peu ce que je dis, c'est que sur 3 matchs, tout peut arriver. Puis que finalement, Bienne, qui s'est battu comme des beaux diables, et Davos, qui se sont battus aussi pour être dans le top 8 et qu'ils ont mérité largement. Je vous rappelle que Bienne, à une victoire près, ils étaient dans le top 6. Puis là, tout à coup, ils se font sortir. Après, ils l'ont perdu. Mais ça peut se jouer. On a vu les décisions arbitrales un peu limites, etc. Donc, la saison se joue sur peu de choses. Après, tu te poses la question. Voilà, c'est la belle histoire. Si Berne et Rapperswil se retrouvent en demi-finale, c'est la belle histoire. Si c'est ça qu'on veut, chambouler le truc, on y arrive. Je vous dis simplement que mon opinion à moi, je suis un peu mitigé sur ça. Et puis que de voir Rapperswil en demi-finale éventuellement, ça ne m'excite pas spécialement. Donc, on a déjà ta réponse à la question de Denis qui nous a posé, et c'est pas le seul, il y a très longtemps. Est-ce qu'on met une pièce sur une finale Rapperswil-Bienne, puisque ça peut arriver, ça pourrait arriver. Donc, Berne. Ah oui, ça peut arriver, visiblement. Là. Bon, et Rappi aura l'avantage de la glace. Et Rappi aura l'avantage de la glace, oui. Ouais, ça peut arriver. Écoute, c'est du hockey, hein? Donc c'est des choses qui peuvent arriver ou pas, on s'entend. Mais Rapperswil a une sérieuse option sur une demi-finale. Et puis, moi, je pense à Tomlinson. Moi, je suis assez content pour Tomlinson en passant, parce que Tomlinson, c'est un entraîneur qu'on a plus ou moins pas gardé. On l'a remplacé. Steinman est allé chercher son copain qui coach Zug Academy, là, le Suédois. Et puis, voilà. Et puis, Tomlinson a fait quand même du bon boulot. Puis, lui, il a fait pour une équipe qui n'a pas beaucoup gagné ces dernières années, il a quand même fait dans la longévité, Tomlinson. On ne l'a pas congédié. On n'a pas appuyé sur le bouton de la panique et tout. Donc, il doit quand même faire quelque chose de bien, ce monsieur. Je prends encore 2 réflexions, puis on va avancer. Celle de Fabien qui nous dit le but, c'est de se qualifier pour les playoffs, peu importe la manière ou le mode de championnat. Les playoffs, c'est un nouveau tournoi. Et puis Dimitri Robeté qui nous dit, en fin de compte, c'est Zug et Lugano qui sont bénéficiaires de ce système. S'ils n'arrivent pas à en profiter, tant pis pour eux. C'est juste. Voilà. Et je vous propose que... Je ne sais pas s'ils sont bénéficiaires de ce système, mais voilà, ils tombent sur des équipes plus faibles que prévu, disons plus faibles, qui ont moins bien performé durant la saison. On va faire attention avec le plus faible, qui ont moins bien performé puis s'ils ne réussissent pas à passer, ils peuvent s'en prendre quand même, on s'entend.
Je vous propose d'avancer. Puis on rappelle qu'il y a eu des équipes qui ont retourné les séries en étant menées 1-3 ou 0-3. Parfois, juste en changeant d'entraîneur, ça suffit. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. On va s'intéresser à Fribourg-Genève. Il y a 3-1 dans cette série pour Genève-Servette, mais il y a eu une grosse mauvaise nouvelle hier soir pour les Aigles, puisque Gauthier Desclous s'est blessé à la 8e minute, 7e minute de jeu. Régis, est-ce que ça pourrait être fatal au Grenat sur la longueur? Alors, pour ce quart de finale, je pense pas que ça sera fatal. Je pense plus que ça peut être un problème pour la suite. J'ai l'impression que Daniel Manzato est tout à fait capable d'assurer le coup, mais est-ce qu'à long terme, il est capable d'avoir le niveau de Gauthier Desclous sur une série de demi-finale, de finale? J'ai un peu plus de doutes par rapport au précédent de Daniel Manzato, qui est un excellent numéro 2, vraiment. Et pour remplacer sur 1 ou 2 matchs, ok. Mais est-ce qu'à plus long terme, ça n'aura pas des conséquences fâcheuses pour Genève Servette? Moi, je pense quand même que sur ce quart de finale, ils sont plus que bien partis, les Genevois. Ça tourne dans leur sens. Ils ont trouvé des clés. Ils ont su s'adapter. Ils ont su changer des choses quand il le fallait. Je pense quand même que ce ne sera pas suffisant pour que Fribourg retourne la situation de compter sur un gardien qui pourrait être tout à coup un point faible. Voilà mon sentiment. Et Jean-Philippe, il y a Patrice qui nous demande, est-ce que Genève engagera-t-il un gardien de Swiss League en licence B pour venir Charlin, non? Derrière Charlin, ils ont déjà Charlin, et puis... Mais Charlin, c'est une licence A. Oui. Il avait été prêté en licence B à Chaux-de-Fonds. Donc il a le droit de revenir. Bien sûr, il est là d'ailleurs. Il était simplement annoncé surnuméraire durant ces 4 premiers matchs. Ouais. Mais non, je ne pense pas qu'ils vont le prendre. À moins que Charlin se blesse ou que Manzato soit malade ou qu'il faille trouver une solution, ben je doute vraiment, non, je ne pense pas. Et puis sur le long terme, si Charlin devait jouer, Stéphane, on a vu que des jeunes gardiens qui n'ont pas d'expérience sont capables de sortir des bons playoffs. On en parlera après avec Weber notamment. C'est ça. Écoutez, la blessure de Weber n'est de toute façon pas une bonne nouvelle pour Genève, mais pour lui et pour Desclous. Ça va bien. Pour Desclous, il m'a fait de la peine, le pauvre Desclous. Hier, on l'a vu tout de suite, il a senti sa blessure, puis il pleurait à chaudes larmes en sortant. Et je pense qu'il avait compris que ses playoffs étaient presque terminés. Je pense qu'il savait la nature de sa blessure, et puis il s'est dit, il avait tellement l'air déçu. Manzato a répondu de fort belle façon, 34 tirs en 34 arrêts. Et c'est sûr que ça ne va pas rendre service à Genève, mais maintenant, c'est à Manzato de stepper up à l'équipe. Pour battre Fribourg, il leur manque qu'un match. Donc, ils ont 3 balles de match, comme on dit. Donc, ils doivent assurer l'équipe va peut-être se regrouper autour de ça. Ça reste à voir. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais la blessure de Desclous est certainement un coup qui peut faire mal à Genève Servette. Ouais, Alain, Jean-Philippe, toi qui suis la série, Alain nous demande si on connaît la nature de la blessure de Desclous. Non, on ne connaît pas la nature. Vous imaginez bien qu'en playoffs, tout s'est très vite calfeutré. La seule info qu'on a pu avoir via une partie du staff, c'est ça sent pas bon. Donc voilà, ça semblait je l'ai tout de suite dit pendant le live, mais voilà, ça sent pas bon. Déchirure musculaire, je pense à la cuisse ou à l'aine ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est ce que sur la base des images, effectivement, c'est ce qui était possible. D'autres parlaient du genou, mais c'est vraiment très difficile à voir. C'était pas un mouvement vraiment complètement dans l'autre sens, avec du poids dessus ou quelque chose qui a tourné. Puis avec l'équipement, on ne peut pas vraiment savoir. Lui, il a su tout de suite. C'est jamais bon quand c'est le joueur qui se blesse, le gardien, peu importe, tout seul. J'ai envie de dire, c'est presque moins grave souvent quand c'est un coup, ça fait mal, on souffre. Mais on serre les dents et puis on se dit ça peut passer. Mais quand on sort comme ça en faisant appel à l'arbitre pour arrêter le jeu, c'est... On va rappeler qu'il avait connu des problèmes de crampes par le passé, des blessures. C'était la première saison où Desclous était épargné par les blessures et là, il se blesse tout seul. À part ça, messieurs, quand on compare les deux équipes, on peut remarquer que les étrangers de Genève répondent aux attentes placées en eux plus que ceux de Fribourg. Est-ce que c'est là que la différence se fait, Stéphane? Surtout Fair et puis Tom Ernest, là, parce que Winnick et Omark
on les voit moins un peu, en tout cas offensivement. Ils jouent pas mal, mais disons qu'on les voit moins offensivement. C'est surtout Fer qui est le fer de lance, et puis Tom Ernest est gros. Et effectivement, mais les étrangers de Fribourg, Jean-Phi a suivi plus la série. Moi, j'ai vu 2 matchs. Je sais pas, c'est l'histoire, je pense que ce n'est pas une question d'effort ou quoi que ce soit, c'est juste que la réussite n'est pas pour eux. Genève a eu des moments comme ça en championnat. Souvenez-vous d'une séquence de 4-5 matchs où ils avaient de la peine à marquer un but. Et puis là, je pense que ça touche Fribourg. Malheureusement, je pense que pour Fribourg, le manque de réussite arrive au mauvais moment. Ils shootent au but, etc. Jean-Phi pourra nous en dire plus sur la qualité des chances de marquer, mais je pense que là, la baraka n'est pas pour Fribourg. On manque de réussite. Le powerplay ne fonctionne pas. C'est juste un but sur le powerplay. Évidemment, les étrangers, Starbuck n'a pas un point et tout ça, mais c'est assez symptomatique de ce qui se passe. Manque de réussite. Est-ce que c'est une question d'effort ou non? Je ne crois pas. C'est juste que ça arrive au mauvais moment. Le momentum n'est pas pour eux, puis au mauvais moment. Et puis, en face, tu avais des clous qui faisaient des arrêts. Il y a Armanzato qui fait des arrêts. Et puis, c'est comme ça. Jean-Philippe pourra nous dire un peu plus là, de cette série. Il y a 2 chiffres qui sont absolument incroyable. On parle de PDO, hein, la chance du puck luck, si on veut bien. On additionne le pourcentage d'efficacité et puis le pourcentage d'arrêt des gardiens. Puis ça doit à peu près arriver à 100. Si vous êtes à 102, vous surperformez. Si vous êtes à 98, vous sous-performez. Et là, Genève, pour l'instant, dans cette série, est à 109. Et Fribourg est à 92. Donc, ça. Les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Et si on utilise encore les chiffres des situations spéciales, parce que c'était quand même une des forces de Fribourg durant cette saison, de Genève aussi. Mais pour Genève, on additionne powerplay et boxplay, ça devrait aussi arriver autour des 100. On est à 127. 127, on a 33% de powerplay, 93, presque 94% de boxplay. Voilà, là on explique un petit peu tout. Puis évidemment, à Fribourg c'est l'inverse puisqu'ils jouent que l'un contre l'autre. C'est 6,25 de powerplay alors qu'on était à 23 et quelques pendant la saison. Et puis 66% en boxplay, vous arrivez tout juste à 73. Voilà, ça c'est les petits indicateurs. Voilà, les petits indicateurs de la réussite. Quand j'ai discuté avec Christian Dubé assez brièvement après la partie hier soir, la question c'était, il nous a toujours dit, on a un bon power play en saison régulière parce que les gars connaissent plusieurs options et s'adaptent. Donc on a plusieurs options pour battre les box play. Les options existent toujours. Par contre, il me dit, si tu as une passe qui arrive dans les patins, ma foi, voilà, les autres sont plus agressifs. Déjà que le box-play genevois est un box-play agressif qui a gêné Fribourg pendant la saison régulière. Là, en plus, il y a un cran d'intensité supplémentaire et de l'autre côté, les passes n'arrivent pas. L'exécution n'est pas au rendez-vous. Exactement, c'est exactement ça. Ça, c'est quelque chose qu'un entraîneur est impuissant à faire. C'est que l'exécution, il y a des périodes comme ça où on l'a vu, on l'est sorti en studio, c'était le 3e match de studio de lundi soir. L'exécution de Fribourg, c'était atroce, quoi. Les passes n'arrivaient pas. Vous avez dit Domenico qui lève la tête et qui loupe le puck sur une passe. Vous avez ça donne le but, ça. Ouais. C'était le but de Berton. Hein. Voilà, donc des trucs les passes ne sont pas précises, des sorties de zone contrôlées où la première passe arrive d'un patin. On le voit en powerplay. Il y a eu des 3 contre 2, des 2 contre 1. Dans le 2e match, il y a eu des 3 contre 2, des 2 contre 1. Au 2e tiers, Fribourg a 21 tirs, des 3 contre 2, 2 contre 1, puis l'exécution n'était pas là. Alors, il y a 2 raisons. Ou bien c'est juste une passe comme ça, puis malheureusement, ça arrive au bon moment, puis tout ce qui fonctionnait en saison régulière ne fonctionne plus. Puis l'autre théorie, c'est de dire, comme Genève a sorti la carte physique au 2e match avec Roth de retour, on a réduit le temps et l'espace à Fribourg, ce qui les oblige à augmenter leur vitesse d'exécution, leur temps de réaction avant d'être frappés, puis ils entendent des pas, puis ils disent « Attends, je vais être frappé ». Moi, j'ai vu des gars se débarrasser de la rondelle assez vite là, depuis le match 2. Et ça, tout à coup, quand tu précipites ton geste, pop, les imprécisions arrivent. Ces 2 théories, on peut voir ça des 2 façons. Pour encore terminer sur le petit côté chiffré, on va dire, tu parlais à Stéphane des expected goals tout à l'heure. Si on prend les expected goals de la partie gagnée 8-3 par Genève à Fribourg, les expected goals, c'est 3,3 pour Fribourg, 3,4 pour Genève. Donc, Genève, là, avant le match d'hier, je discutais avec une partie du staff et il me disait,
on la prend, on part pas à la fleur au fusil, quoi. On sait que c'est vraiment très très proche et le score veut pas dire grand-chose. Patemon l'avait déjà dit à la fin du match à Fribourg en disant oubliez ce score, on a gagné, c'est un point, mais ça veut pas dire plus que tant. C'est ça, c'est la qualité des choses. J'en parlais dans ma chronique de ça, justement. Puis c'était assez flagrant. C'est le sentiment qu'on avait. Puis quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis dit, ben voilà. C'est-à-dire que les qualités au niveau de la qualité des shoots, etc., c'était un peu par la même chose. Berra a connu un match un peu difficile sur le 3. Ce match-là a été moins bon. Je pense qu'il y a un ou deux buts qu'il ne doit pas prendre et qui change le momentum pour son équipe. Mais c'est un ensemble de trucs qui font que pour Fribourg, ça tourne juste pas. Tout ce qui a tourné en saison régulière, et là, ça tourne moins bien. Puis je le répète. Vas-y. Pour revenir aux étrangers, je n'ai pas répondu à la question, mais Gunderson, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Il a l'habitude d'être au niveau de Tom Ernest, au niveau aussi sur son powerplay. Quand il est à la ligne bleue, il distribue, ou quand il tire, c'est cadré. Là, il y a beaucoup de tirs qui ne sont pas cadrés. Il a la malchance, tout d'un coup, ce puck qui restait dans la palette saute, passe par-dessus, ressort, ce genre de choses. Donc, il n'est pas vraiment impliqué. Enfin, oui, il est impliqué, mais il pèse pas, disons, sur le résultat du match. Stalberg, je suis pas persuadé, comme je le vois, qu'il ne joue pas blessé. Ça, alors, on sait que c'est parfois la norme de serrer les dents ou bien d'être un peu aidé pour jouer. Là, je suis pas persuadé. Puis, honnêtement, Desharnais, il fait tout ce qu'il peut. Il n'est pas moins bon qu'en saison régulière. Eux, ils ont vraiment utilisé cette ligne pour justement freiner Omark et Winnick. Ça fonctionne. Mais derrière, vous avez Tyler Moy qui marque 4 fois alors qu'on ne l'attendait pas comme un buteur à la base. On a mis une ligne fer au centre de Omark et de Winnick. Je peux vous dire que au niveau de l'intensité, c'est solide, quoi. Puis derrière, c'est pas moins solide avec Richard qui est revenu entre Vermin et Rod. Et puis finalement, c'est encore la troisième ligne avec Moy et Cast au centre qui fait la différence. Donc là, Fribourg, pour l'instant, ne peut pas encore rivaliser sur ce plan-là en raison de son problème d'exécution technique. Et puis je pense que Jean-Philippe, on a parlé de la blessure de Desclous. Il y a un autre joueur qui a été touché hier, c'est Motet, qui a reçu un puck au niveau de la gorge. Est-ce que tu as eu des nouvelles de son côté? Il est revenu, ça a provoqué des envies de vomir, etc. directement après le coup. Il a eu de la peine à retourner au vestiaire, mais il a joué le troisième tiers complètement normalement. Et à mon sens, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de le voir sur la glace demain soir. Stéphane, excuse-moi, je t'ai coupé. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Honnêtement, j'ai écouté ce que tu disais. Voilà, donc moi, je pense que la réussite n'est clairement pas du côté de Fribourg. Tout fonctionnait. Voilà, je vous dirais qu'ils connaissent une petite baisse de régime au mauvais moment. Et puis, on en parlait souvent cette année. Moi, j'ai toujours dit que Genève a une carte de plus que Fribourg pour les playoffs, une carte qui peut rendre service, c'est le jeu physique. Je pense que c'est une équipe qui est plus chiante physiquement, qui est plus hargneuse, qui peut déranger, qui, lorsqu'elle est sous contrôle, peut vraiment déranger l'adversaire, sortir l'adversaire de sa zone de confort. Et je pense que cette carte-là, depuis le retour de Rod, a vraiment été un point tournant dans cette série. Le match 2, la carte physique, ça a perturbé Fribourg énormément. Et Fribourg n'a pas cette carte-là dans son jeu, à mon avis. Peut-être que c'est un préavis, on a toujours eu cette idée-là de Fribourg, mais Di Domenico est sorti de sa zone de confort. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de leur zone de confort. Là. Tout à coup, Di Domenico s'énerve un peu plus, ça réussit un peu moins bien, il se fait rentrer dedans, il se fait déranger. Et je pense que cette carte physique-là, on l'a dit, Genève a plusieurs cartes dans son jeu, et je pense que Fribourg a un peu moins de cartes dans son jeu. Mais quand on regarde les tirs, pas seulement les tirs, mais les vraies occasions de marquer, qui ne sont pas des tirs alibi dont Régis parlait tout à l'heure avec Lugano qui était vraiment périphérie, Fribourg arrive vraiment à aller contre le but, à mettre vraiment du trafic et du danger. Et on a vu durant 2 actes un deuxième tiers où Fribourg était ultra dominant malgré l'intensité physique de Genève. Donc, je pense qu'ils savent comment répondre, mais ils n'arrivent pas à répondre à cette intensité sur 60 minutes et ça leur coûte des matchs. Voilà. Je pense parce qu'il y a 2 deuxièmes tiers, plus un bout du 3e hier soir, où Christian Dubé disait « j'ai pas grand-chose à reprocher à l'équipe au niveau de la réponse physique ». Parce qu'ils étaient dominants. Et quand on regarde le flow des tirs cadrés sur les matchs ou bien de la possession, du nombre de tirs en 60 minutes, à chaque minute on peut regarder, c'est vraiment assez net qu'il y a une baisse de régime au 2e tiers de Genève.
J'en ai parlé avec Noah Rod et lui a un peu botté en touche en disant faudra demander au coach. C'est son job de trouver la solution. Hier, la solution n'avait pas été trouvée, mais ils sont tombés sur un Manzato qui était toujours bien. la même chose. Je ne sais pas comment, c'est combien. À la fin, c'est Genève qui a gagné. Puis Dubé, il a se gratté ce matin la tête et dit qu'est-ce que je peux bien faire pour créer ce déclic, l'exécution et tout. Et ça se commande pas. Il y a des trucs. Il a essayé. Aussi, il a essayé de changer ses trios. Il a remis la ligne AOP, Motet, Bikoff, Sprunger. Ouais. Il a essayé de bouger Di Domenico, qui est décevant, il n'est pas dans l'état d'esprit du Di Domenico de la saison régulière. Je l'ai peut-être répété un peu trop hier, mais c'était flagrant. Il était dominant, deuxième marqueur de l'équipe, pointeur de l'équipe. Et là, il perd des pucks qu'il ne perdait pas. Il s'embrouille avec Smons. Sérieusement, t'es pas le plus gros. Non, mais c'est pas une question. C'est un révélateur aussi, peut-être, Jean-Philippe. Ouais. C'est la preuve qu'on sent qu'on est perturbé, on est gêné. Di Domenico, je pense qu'il était beaucoup sous contrôle. Il a modifié son image par son comportement. Personnellement, il m'a surpris en bien de la manière dont il arrivait à contrôler beaucoup de choses dans son jeu, dans son attitude. Et puis là, ça ne fonctionne pas, on est en train de perdre un 3e match, il y a des vieilles choses qui ressortent un peu et on retrouve peut-être un peu plus le Di Domenico qu'on a connu à Langnau. Quoi. Tout le monde sait dans cette ligue, c'est un gars qui a la mèche courte, c'est un gars qui ne s'apprend pas grand-chose pour l'exciter, 2-3 paroles, trash talk et tout. Et, je pense du côté de Genève, les gars ne sont pas stupides non plus. Si on sort de son match, Di Domenico, c'est une des pièces maîtresses de l'armada offensive. C'est un gars qui a beaucoup de réussite sur le powerplay aussi, qui exécute très bien, qui a marqué la majorité de ses buts sur le powerplay. Là, ça ne marche pas. Il y a une petite discussion qui s'est lancée dans les commentaires, lancée par Isa Mono, qui nous dit à part Motet, personne n'est au niveau playoff à Fribourg, 3 petits points. À la différence de GSHC qui ont des joueurs qui ont aussi leur niveau de jeu, Moifer qui a arrêté d'être pénétré stupidement. Et puis il y en a qui disent Dernier sous terre, mais c'est trop peu. Il y a un gros débat sur. Les gens sont durs. Moi, j'ai lu un peu là, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai des échos, tout ça. On m'a envoyé des trucs. Je me dis, les fans de Fribourg sont, comme les Canadiens de Montréal, sont très high, mais très down. Puis là, ils sont très down avec leur équipe. Puis là, ils broient du noir. Tout est acheté. Non, c'est pas ça le hockey. Ils sont dans une phase difficile, manque de réussite, exécution, etc. Mais c'est pas une question d'effort, c'est pas une question d'intention, c'est pas des fumistes. Faut arrêter là. Ça me fait penser aux Canadiens de Montréal. Ils ont perdu contre Ottawa 4-0. Là, tout est acheté. L'entraîneur qui est arrivé, c'est de la merde. Drouin, il faut l'échanger. Berger, tout le monde dort. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut se calmer un peu. Il ne faut pas être jamais trop haut, jamais trop bas. Et puis là, ils sont dans ça ne tourne pas. Il y a un petit slump au mauvais moment. Oui, c'est causé par Genève Servette. Il ne faut pas rien enlever à Genève Servette, mais il faut rester calme un peu, là. C'est pas une question d'effort, c'est pas une question d'intensité, c'est pas des fumistes. Les gens, il faut qu'ils se calment un peu. Là. Les partisans, les fans, des fois, sont souvent. Quand nous, on critique leur équipe, ils nous rentrent dedans, mais eux, c'est les plus cinglants avec leur équipe quand ça va pas. Et ça, c'est de l'émotionnel. Mais c'est vrai, c'est de l'émotionnel. Puis je vous dis, calmez-vous un peu, là. Prenez votre, comme on dit en québécois, prenez votre gaz égal, là, prenez une bonne respiration par le nez, ne jetez pas tout le monde. Là, voilà, c'est 3-1 et là, c'est Manzato dans la cage. Est-ce que ça peut être un point tournant? C'est pas fini non plus. On est d'accord. Non, c'est pas fini. C'est juste. Et puis, ne jetons pas tout en disant c'est de la merde, virons Dubé, les transfert. Là, wow. C'était pas jusqu'à virer Dubé. Non, mais les gens, c'est de l'émotion. Là. Redescendez un peu, là. Il y a une belle saison quand même. Il n'y a pas que voilà, calmez-vous, c'est pas fini encore. Bon, Régis, à part ça, on sait que le 4e point, c'est toujours le plus difficile à aller chercher, surtout à l'extérieur avec maintenant 50 personnes dans une patinoire. Alors, je ne sais pas si c'est 50 personnes qui se mettent devant le but pour empêcher les pucks de rentrer quand même, ou les mettre au fond. Là, il y aurait surnombre. Donc, alors, je ne sais pas si je dois rebondir sur le fait que la série n'est pas gagnée ou sur le fait qu'il y a des fans, mais en tout cas, sur le fait qu'il y a des fans. Moi, j'ai vécu un match, vous l'avez vu, les images, elles étaient surprenantes. À Rapperswil, les fans se sont mis debout ensemble. Ils ont gardé le masque, mais ils étaient chauds, bouillants même pendant tout
tout le match. Et il y a eu de l'ambiance pendant quasiment 60 minutes non-stop. Ça tombait bien. Le premier but est tombé après une 0-5. Donc, ils ont été tout de suite récompensés et tout. Et j'avoue, même si le match, par moment, comme je le disais, atteint pas les sommets, le fait d'avoir tout le temps des chants, des tambours et tout, on a quand même revécu un petit bout déjà du passé et ça faisait du bien. Voilà, ça faisait du bien. C'est sympa. Mais ils les mettent. La question, je me pose tout le temps, mais ça, c'est les autorités sanitaires, c'est pas les clubs. On les met tous ensemble. On nous dit de distanciation sociale. Il y a une stade de 6 000 personnes ou 10 000 ou peu importe où à Berne. Puis on les met, il y en a 50. Évidemment, pour chanter, c'est plus sympa d'être un côté de l'autre, mais la logique, encore une fois, c'est un truc qui défie un peu ma logique. Là, on les met tous ensemble. Ils étaient masqués. Au moins, ils ont gardé le masque. Oui. Ça, c'est le minimum, là, parce que non, c'est je vais prendre on va prendre une question sur Fribourg-Genève, celle de Gaëtan Gross-Rieder qui nous demande par rapport au powerplay de Fribourg, pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est les gros joueurs qui sont dans un creux ou est-ce que c'est Genève qui a trouvé la solution? Alors Jean-Philippe, tu es le mieux placé pour y répondre puisque tu suis ça. Alors, il y a les deux choses qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a l'agressivité du box-play genevois parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Et ils ont encore augmenté l'intensité. Donc, Stéphane l'a très bien expliqué, ça prend du temps. Il y a moins de temps pour faire les mêmes passes. Et puis il y a l'exécution qui ne suit pas. C'est-à-dire que les passes qui sont censées arriver, qui sont arrivées facilement et à répétition durant toute la saison régulière, eh bien là, ça ne fonctionne pas. Ça passe dans les patins. C'est un 40 cm ou de 20 cm trop à gauche. On ne peut pas dévier, etc. Et c'est tout ce genre de petites choses qui sont mises les unes à côté des autres qui font que le powerplay ne fonctionne pas. Mais ça, c'est toujours un mystère. Quand un powerplay fonctionne ou ne fonctionne pas pour un coach, c'est toujours un mystère. Puis pour les joueurs aussi, parce que les joueurs, ils sont sur le powerplay. Ils disent, mais comment ça se fait, etc. On prend mais l'exécution, la passe, quand tu es obligé de faire un petit contrôle en powerplay parce que la passe n'est pas au bon moment, Jean-Philippe vient de le dire, ça donne l'occasion défensive de se replacer, puis tout se referme. Souvenez-vous du défenseur ou du joueur, non pas du défenseur, mais je crois que c'est Motet, ça se joue avec Motet, Desharnais à côté de la cage qui remet dans le slot pour Sprunger, peu importe qui joue, Stalbert, etc. en bumper. Et ils l'ont fait souvent et ça marchait souvent. Tandis que là, cette première passe, elle n'est pas comme il faut sur la palette, elle ne vient pas tape à tape. Et puis, il doit bouger, il ne peut plus faire la passe directement parce que il y a son joueur d'un côté, puis il y a le but qui empêche de le faire, etc. C'est toutes des petites choses comme ça. Et puis, mis bout à bout, ça arrive à 1 en 16, et puis on est à 7%, 6,25%. Ça joue dans la tête des joueurs, après ça, la confiance. Puis là, tes gars, ils disent, attends, moi, je vais faire changer ça. Puis là, tout le monde essaie d'en faire un petit peu plus. Puis des fois, tu essaies d'en faire un petit peu trop, tu gardes ton puck trop longtemps ou tu ne prends pas la même décision. Alors ça, c'était exactement dit Domenico hier soir. C'est toujours un danger de se dire qu'on peut le faire nous-mêmes. Ça part toujours d'une bonne intention. Bien sûr. Voilà. Tu disais tout à l'heure, Jean-Philippe, que Dubé a plusieurs plans. J'ai envie de conclure là-dessus, c'est que le coach propose, et c'est les joueurs de toute façon qui doivent disposer de ce que le coach propose. Voilà pour Fribourg-Genève. On va s'intéresser à la dernière série entre Lausanne et Zurich. Et c'est 3-1 pour Zurich. Lausanne sera privé de son indiscipliné capitaine demain, puisque Marc Barberio est suspendu de manière provisionnelle et sous enquête pour à la fois un piquage et une charge à la bande contre André Ghetto à même pas 30 secondes d'intervalle. Jean-Philippe, est-ce que c'est une décision qui peut secouer le LHC au final? Est-ce qu'avec ce qui a amené Barberio jusqu'à maintenant dans cette série, Lausanne peut être secouée s'il l'a plus? À part jouer peut-être à 5 contre 5 un peu plus souvent. Non, mais c'est un peu plus sérieusement. Moi, depuis quelques matchs, même en saison régulière, Barberio, je me demande s'il a encore envie de jouer avec cette équipe. Honnêtement, là, le slow footing sur Sprunger après 1 minute 0 et quelques, on a l'impression qu'il fait tout ce qu'il faut pour être suspendu puis être tranquille à la maison puis dire non mais vraiment c'est bon quoi, j'ai eu assez. C'est l'impression que ça donne depuis l'extérieur. Alors c'est pas moi qui suis la série, mais honnêtement, j'attends tellement plus d'un capitaine. Regardez, prenez les capitaines dans les autres équipes. Est-ce qu'un Noah Roth se permettrait de faire les gestes que Barberio a fait hier contre Zurich? C'est impensable. Ou bien on ne connaissait pas du tout le bonhomme et puis on l'a mis capitaine parce qu'il a X matchs de NHL et puis qu'il est pote avec les gens qu'il faut être pote. Mais je ne comprends pas. Honnêtement, au niveau des points en saison régulière, il est resté en dessous de ce qu'on attend d'un défenseur étranger avec son palmarès, son pédigré. Et puis là, en play-off, il pète une coche. Alors peut-être qu'on le force à jouer blessé,
puis qu'au bout d'un moment, ben, t'en peux plus. Ça, c'est possible, mais j'ai pas la réponse. En tout cas, extrêmement déçu, et par les qualités montrées, enfin le rendement, par le rendement, plus que par les qualités, parce qu'il en a sûrement. Déçu par le rendement et déçu par l'attitude, surtout hier. Régis, je ne sais pas si tu as regardé les images qu'on a mis tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Marcel nous a demandé au tout début de cet overtime qu'est-ce qu'on en pensait. Est-ce que toi, tu as un avis sur cette charge de Barberio et de ce piquage sur Andrigetto? Moi, je pense qu'il a de plus en plus un comportement de voyou et c'est incroyable pour un capitaine d'être complètement hors de lui. Il doit plus être bien dans sa tête pour faire ça parce que le gars, il est capable de tellement beaucoup mieux. Alors, c'est vrai que plus la saison avance et plus on voit des mauvaises faces de lui, des mauvais côtés, mais là, il a pété un plomb, quoi. J'ai envie de dire ça, quoi. Je veux dire, c'est à l'image probablement de la nervosité qu'il doit y avoir dans l'équipe et qu'on cultive autour. On sait qu'il n'y a pas il n'y a pas que des gens sereins au LHC actuellement pour apaiser les choses et peut-être les voir aussi par le bon côté. Mais je pense que c'est révélateur de ce qui se passe actuellement à Lausanne. Stéphane, toi, tu as vu d'autres gestes durant cette série de la part de Barberio. Alors, pour l'instant, on se concentre sur lui, mais il y a eu un slashing sur Rowe qui est passé inaperçu. Il y a eu un coup de coude sur Vic. Ouais, coup de coude sur Vic, ça a été pénalisé, sauf c'est hier, je crois. Il y a eu 2 minutes. C'était pas très, très joli. Et le coup de canne, Jérôme Renard l'a mis ce matin sur Twitter, là, le coup de canne contre Rose, c'est un slashing à 2 mains du même type que celui de Valzer, mais sur un non-porteur. Au moins, je dirais que Faire avait la et puis pas sur les mains. Hein. Non, mais là, directement. Donc, je vous l'invite à aller la voir. Jérôme Renard l'a mis sur Twitter. J'imagine que ça va circuler. Il y a un petit coup, il y a un duel. Lausanne est à 4 contre 5. Il y a un duel contre Rowe. Je pense que Rowe leur pousse un petit peu, mais rien de méchant. Puis il se retourne à 2 mains, comme une hache. Boum, il lui fout ça directement à travers puis en se retournant, s'il touche au visage, c'est la même chose. Ça a été coupant, je pense qu'il lui coupait la tête. Franchement, ça a passé à l'as. J'ai fait mon enquête pourquoi ça a passé à l'as. C'est que c'est arrivé trop tard sur ça, c'était lors du match 3 que c'est arrivé, ce truc-là, à Lausanne. Et puis, c'est arrivé trop tard sur le bureau du juge. Le juge a dit il mériterait d'être suspendu. Je vous dis ça comme on me l'a raconté, mais c'est trop tard, le délai est passé. Donc, il s'en est tiré parce que là, il aurait mérité d'être suspendu, mais plus qu'un match pour ce coup de hache à 2 mains, tentative de blessure. Et puis là, hier, il pousse sa chance un peu loin, le garçon. Là. Honnêtement, voilà, il est indiscipliné. Le piquage, moi, je trouve ça épouvantable. Ça peut blesser. Pointe de la canne, tu te retournes. Andrigetto l'avait bousculé un peu, oui, mais il était frustré. Puis bam, le piquage avec la pointe de la lame dans le bas du ventre. C'est un geste qui devrait être pénalisé de plusieurs matchs. Cette année, on n'a mis qu'un match de suspension pour les 2 joueurs qui l'ont fait, Aaron et tout, mais là, c'était pas le même type. C'était plutôt des petits trucs comme ça. Là, c'est vraiment un truc à 2 mains en se retournant avec Elan. Moi, je pense qu'il mérite plus qu'un match pour ça. Après, encore une fois, la valeur des sanctions. Je sais qu'il y a autant d'opinions qu'il y a de monde. Mais après, le check contre la bande, pour moi, après, Andrigetto sait qu'il est là, il le pousse comme ça. Et puis Andrigetto en rajoute énormément. Moi, je pense que le deuxième geste, dans un monde parfait, si je prends la ligne qu'on a avec Cadonneau, qu'on a eu avec Allman, qu'on a eu avec Kruger, qu'on a eu celle-là, pour moi, la deuxième, on peut pas. S'il donne une suspension là, ça ne va pas dans la ligne qu'il a du juge actuellement. Le piquage, par contre, ça fait aucun doute. Et je ne comprends pas. Oui, en fin de match, dans la mode NHL nord-américaine, je veux envoyer un message, je veux jouer dur, mais c'est pas comme ça. Sérieusement, c'est indéfendable ce qu'il a fait, Barberio. Alors, comme on ne le connaissait pas comme ça. En championnat, il a eu des pénalités de match, mais une fois pour un slash un peu sévère, une fois pour un joueur de Zouk un peu sévère. En championnat, disons qu'il a été sanctionné un peu sévère. Mais là, honnêtement, c'est indéfendable. Puis surtout qu'il a eu le slash qui est passé à l'as, qui était déjà sur le bureau du juge. Là, je pense que le juge va dire je t'ai loupé la première fois, mon grand, je te louperai pas la deuxième fois. C'est ça le risque. Hein. C'est humain, hein? Donc je pense que là, lui, c'est clairement fini pour lui. Si Lausanne revenait dans la série, éventuellement, je pense qu'il manquerait des matchs, puis là, ça va lui coûter d'argent, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même. Honnêtement, c'est inexcusable. Et je suis content aussi, soit dit en passant, que
Pedretti a été sanctionné, pas suspendu, mais on a transformé son 2 minutes pour charge incorrecte ou je ne sais plus quoi en 5 minutes parce que c'est très limite. C'était très limite. C'était très limite. Après, est-ce que ça mérite une suspension? Je ne sais pas, mais au moins 5 minutes. Donc, parce que c'était très, très, très limite. Pedretti qui n'a jamais ralenti, qui saute. Bon, c'est assez pire avec l'impact. Mais voilà, mais Lausanne a creusé sa tombe, les gars. Lausanne s'est sorti de son match. Là, il y a l'histoire de Barberio qui est indéfendable. Puis voilà, ça ne peut pas arriver de la part d'un capitaine, etc. Mais Douai, qui est un joueur qui est là pour jouer physique, a pris des pénalités stupides, a pris une obstruction, je pense, pour mettre son équipe à 3-5 dans le match 3. Là, prend d'accrocher, retenir la canne en zone d'attaque. Attends, tu n'es pas là pour faire ça. Tu sors carrément de ton rôle, tu nuis à l'équipe. J'aime beaucoup Douai parce que ce qu'il peut faire, mais là, franchement, Krakowski prend une pénalité. On a pris des pénalités stupides 4 au premier tiers. Lausanne s'est sorti de son match parce qu'à 5-5, c'est assez équivalent à cette série-là. Il y a de l'engagement et tout. Mais ils ont joué 14 minutes, presque 14 minutes en infériorité numérique hier à Lausanne. À un moment donné, ça te casse le rythme, tu te crèves et tout. Donc, et Lausanne est responsable de ce qui lui arrive, tout simplement. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que Zurich est bon, sans être transcendant. On sait que c'est une bonne équipe. Et puis Weber dans la cage, on peut faire une parenthèse aussi sur Weber. Weber est incroyable. Moi, je l'ai dit en début de play-off que Zurich, la faiblesse qu'ils avaient, sans être une faiblesse, avait. Pas d'interrogation, on va dire. Weber est bon, mais il est encore jeune, etc. Je me demandais s'il avait les épaules pour être transcendant en play-off et tout. Il est arrivé là comme deuxième gardien. Il a fini premier gardien en saison régulière. Et là, il connaît des play-offs incroyables. Et je me réjouis, je suis content pour le jeune parce que c'est un bon kid, ça va être un bon gardien. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon devant la cage. Il est en confiance, il challenge les tirs et je lui dis chapeau. Chapeau à Weber pour ses performances devant la cage. On a quand même vu qu'il y a eu 2 buts quasi similaires entre l'acte 3 et l'acte 4. Les 2 buts de Lache où il réussit à se faire complètement oublier sur son aile gauche. Il y a aussi un petit souci au niveau du box-play. Steph, toi qui as pu suivre un petit peu ces matchs aussi, tout comme moi, où on est attiré par le puck et on utilise une moitié verticale de la zone défensive, pas l'ensemble, et on a tendance un petit peu à oublier les ailiers. Ouais, les unités spéciales, c'était pas forcément la force de Lausanne dans le championnat, surtout le power play. Là, il y a eu, je pense, son premier, celui qui a marqué dans le match 3, c'était en 5 contre 3 sauf erreur. Il était tout seul, c'était directement sur l'engagement. On va donner du crédit aussi à Lache parce que c'est des shoots de haut niveau là, qu'il a fait pour battre les gardiens de Lausanne, qui, soit dit en passant, ne sont pas mauvais. C'est pas une question de gardien non plus, mais on va donner du crédit à Zurich là, qui a marqué 5 buts en powerplay depuis le début de cette série-là, ce que Lausanne n'a pas pu faire. Et puis Zurich profite de tout ce qu'on leur donne parce que c'est une bonne équipe, puis parce que Rowe et Drigato sont dominants, puis parce que les défenseurs ils font le job. Puis voilà, mais Zurich n'a rien volé jusqu'à maintenant dans cette série-là, même si les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Si vous regardez les tirs au but, Lausanne a shooté plus hier. Après ça, c'est toujours un peu trompeur. Mais les équipes ne sont pas très loin l'une de l'autre. Mais voilà. La différence, elle se fait devant le but, mais au niveau attaque. Bon, c'est pas l'absence de Malguin, la différence aussi. Si on enlève le meilleur joueur à Zurich, peut-être que, oui. Je veux pas dire, si Andrietto sort et puis qu'on fait rentrer Malguin, ça va un peu ça change aussi. C'est sûr, mais oui, l'absence de Malguin y est pour quelque chose, et puis ça. Lausanne est plus facile à contrer parce qu'il y a moins, le danger vient moins de partout. On sait que Malguin a beaucoup de temps de possession, génère de l'attaque, etc. C'est un gars qui accapare l'attention adverse beaucoup, ce qui permet à d'autres gars de performer. Et là, on peut se concentrer essentiellement sur la ligne de Gibbons et Hudon. Hudon qui est transparent dans cette série-là, qui ne réussit pas à se démarquer, qui a marqué, je pense, un but, mais en supériorité numérique. Ouais. Donc, effectivement, l'absence de Malguin y est pour quelque chose. C'est absolument clair. Tu perds ton meilleur joueur de centre, ton meilleur joueur à l'attaque, celui qui te génère le plus. Ça change énormément, mais bon, c'est les playoffs, c'est comme ça, il faut assumer derrière, et ça n'excuse pas l'indiscipline derrière. C'est pas parce que Malguin est là qu'il faut se défouler et prendre des pénalités stupides. Au bout d'un moment... Pascal, tu as entendu quelque chose sur un éventuel retour dans cette série de Denis Malguin? Écoute, hier, vous avez certainement entendu l'interview de Craig McTavish, il parlait de day-to-day, donc le jour. J'ai juste vu, juste avant qu'on prenne l'antenne, que Jérôme Renard disait qu'il s'était entraîné normalement ce matin avec le LHC, donc peut-être demain, mais bon, après c'est toujours la même chose, c'est des symptômes de commotion, donc c'est toujours très risqué et il faut faire attention avec ce genre de choses.
On ne sait jamais comment ça peut tourner. On peut être bien un jour et puis le lendemain, on est moins bien. Après, voilà, pour revenir sur la différence entre Lausanne et Zurich, si on prend juste le shooting percentage, Zurich est quasiment à 10 au pourcentage de shoot et Lausanne est à 3,25. Bon, alors oui, c'est moins bien que Fribourg, dis donc. C'est la pire équipe des playoffs, Lausanne en ce moment, au niveau du ratio. Tir, but, enfin but-tir, voilà, c'est compliqué. Hier, McTavish a essayé de mettre Boltzhauser pour essayer de provoquer quelque chose dans la cage. Le souci, c'est que c'est pas eux ils peuvent que arrêter les pucks, ils peuvent pas aller les marquer de l'autre côté. Donc le problème, il est vraiment en attaque et pas forcément en défense. Après, le jeu à 5 contre 5, il est pas mauvais du côté du LHC. Le problème, c'est que c'est indiscipline, de nouveau. Les deux premiers buts sont marqués à 5 contre 4. C'est clair qu'il faut éviter de prendre des pénalités. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et je pense que les Lausannois, ils ont envie, en tout cas, de terminer sur une bonne note à la maison demain. Devant leurs supporters, les 50. Devant 50 supporters. Parce que c'est aussi un bon message à passer. De dire, là, c'est vrai que ça veut dire qu'avec le monde qu'il y avait dans les loges jusqu'à maintenant, il faudra enlever du monde. Non, alors je peux quand même vous dire que j'ai vu hier à Rapperswil, j'étais bien placé pour voir à la même hauteur que moi les loges et elles étaient bien remplies. Ça reste des compartiments privés. Et comme tu peux être 10 dans une loge. Voilà. Je crois que c'est le cas dans une patinoire que tu connais bien du côté de Port-Rentruy aussi, Régis. Exactement. Ça se c'est considéré comme un événement privé. Voilà, c'est ça. Pour ça, il faut qu'elle soit fermée, qu'on puisse la fermer entièrement. Donc, à Zouk, c'est aussi le. Ce qui est encore pire, en fait, on s'entend. Oui, bien. Mais bon, c'est ce qui est c'est ça. Les gars, pour revenir un peu au jeu, là, Barberio ne sera pas là, forcément. Est-ce que Roth est engageable ou pas? Oui. Selon Jérôme Renard, oui, il n'est pas blessé, il est là. Il n'est plus blessé, il a manqué, il était pas blessure musculaire. Blessure musculaire. Mais ça fait 2 matchs en fait que McTavish pourrait l'aligner. D'accord. Voilà. Ouais, effectivement. Donc, il y aura 4 pénalités. Prends-moi une pénalité. Peut-être qu'il sera moins influent sur le jeu, mais moins de pénalités. Et pour ça, il faut que les autres aussi prennent moins de pénalité, parce qu'au premier tiers, Barberio, il n'en prend qu'une. Donc, voilà. Je l'ai dit, c'est doué, c'est tout ça. Donc, ces gars-là, ils sont là pour apporter de l'énergie, mais voilà, tu ne peux pas te permettre de te faire pénaliser. Elna qui fait trébucher un joueur dans le coin qui ne sont pas atteints. Ça, c'est dans le jeu. Ça me gêne moins en zone défensive dans le jeu sur un 1 contre 1. Et quand je vois Douai qui retient la canne d'un adversaire derrière le but adverse, je me dis ça. C'est les pénalités que les coachs n'aiment pas. Quand ça se passe en zone d'attaque, plus on est loin du but, plus moins les coachs aiment ça. C'est ça, exact. Et puis après, il y avait une remarque de Lionel qui nous dit la différence, c'est que Zurich a mangé mentalement Lausanne. Est-ce qu'on peut aller aussi loin? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression quand même que Lausanne a encore des ressources pour en tout cas aller chercher une victoire et peut-être prendre le momentum. Écoutez, c'est une question qu'il faut poser aux joueurs, mais il y a eu le pétage de plomb. Il y a un joueur qui a pété les plombs en fin de match, on s'entend. Hein? Et le reste, c'était pas des pénalités de méchanceté, de doué, etc. C'était plutôt de l'indiscipline dans le match, etc. Mais il y a un joueur qui a pété les plombs. On ne peut pas non plus faire une Sur la séquence, on va quand même signaler qu'il y a eu la bagarre entre Boson et Gehring et que les deux ont été renvoyés au vestiaire avec 5 minutes et match aussi. Ouais, parce que les arbitres, je pense qu'ils en avaient marre. Il fallait qu'il les renvoie et puis en fin de match, comme ça, c'est vestiaire. Tu peux donner aussi des 2+2, mais voilà, là, ils auraient pu donner 2+10, ça les envoyait aussi au vestiaire. Mais ça, c'est clairement la série où ça bastonne le plus. Hein. C'est depuis le début. Hein. Parce que même s'il y a eu des comportements, il y a eu de l'intensité entre Fribourg et Genève, mais il n'y a pas de l'animosité à ce point-là. Non, mais quand on voit l'attitude d'Andrigetto qui va provoquer Boltzhauser, je veux dire, forcément, après, ça met de l'huile sur le feu. Et puis, on a des gestes comme celui de Barberio hier, où il a envie d'en donner encore plus contre ce gars. Voilà, c'est sûr qu'ils ne font rien non plus côté zurichois pour apaiser la tension quand on a un leader qui a un comportement aussi détestable sur le coup. Hein. Moi, je suis Grunberg. J'en vois pas Andrigetto à la fin du match. En sachant très bien qu'il y a peut-être une animation. C'est un bon joueur, tu veux y faire mal. Avec ce qu'on a fait sur Malgin, entre guillemets, ce qu'on a fait, ce qui n'était pas si méchant que ça. Et on a perdu Malgin sur un check.
Ndrigato a provoqué à la fin du match 2 là-bas, etc. Et Barberio voulait peut-être régler le cas d'Andrigato. Ben, c'est pas terrible, c'est plutôt mal pris. Mais moi, je suis Grunberg, je n'expose pas mon meilleur joueur à ça. Je le garde sur le banc, le match est gagné. Qu'est-ce que tu mets Andrigato à la fin du match? Tu le caches, justement, pour pas qu'il se fasse blesser, qu'il se fasse astiquer. Peut-être qu'il le cachera plus si Zurich mène, parce que hier, il est comme après les 2 contacts avec Barberio, il est retourné au vestiaire et il boitait quand même un petit peu. Par contre, affaire à suivre, j'ai aucune nouvelle là-dessus, savoir si la blessure est grave. Mais ça peut aussi être un moyen de le protéger, de le ramener au vestiaire à 3 minutes de la fin. Ah ben, à moins des choses, je pense aussi que lui, il ne souhaitait plus revenir non plus, Andrigato. Il s'est dit, bon, c'est bon, là, on va oublier ça. Là. Je ne suis pas là pour me battre et tout, mais quel bon joueur de hockey, ça, Sven Andrigato, en passant. Détestable par moment, il a été arrogant là, au deuxième match, mais ce qui joue bien, lui et Garrett Rowe, là, sont vraiment bons. Et on sent qu'il y a une alchimie entre les deux et que c'est la clé, peut-être aussi pour Lausanne, d'aller perturber ces 2 joueurs de manière en restant dans les clous, on va dire. Régulière. C'est ça. Pour terminer, Régis, j'avais envie de revenir avec toi de ce que tu as dévoilé tout à l'heure sur Twitter, c'est le mode de championnat pour 2021-22. Tu as discuté avec Philippe Feutlin, donc le préposé au calendrier au niveau de la National League, qui t'a révélé quelques infos. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, il a expliqué que la saison prochaine, comme il y aurait 13 équipes, c'est en tout cas comme ça que c'est prévu, même si Ajoie n'a encore pas confirmé que s'ils étaient champions, ils acceptaient leur promotion. Et ça, peut-être qu'on en reparlera encore un peu plus tard, quand ce sera plus évolué dans la série face à Cloton. Mais si on part du principe qu'il y aura 13 équipes, la question était de savoir à combien de matchs sera portée la saison prochaine, puisqu'il va falloir réformer tout ça. Et visiblement, on part. Et lui, il doit établir un calendrier sur 52 matchs, à savoir que pour chaque équipe. Et ça veut dire 4 tours réguliers. Tout le monde s'affronte normalement. À chaque journée, il y a une équipe qui est au repos, parce que à 13, forcément, il y a une équipe qui est au repos. Et puis, il va se rajouter ces matchs dans ce qu'on a appelé les groupes régionaux. Actuellement, il y en a 3, pardon. Il y en aura toujours 3 la saison prochaine, mais ça va être un tout petit peu modifié, dans la mesure où il y aura un groupe avec 3 équipes et 2 groupes avec 5 équipes, ce qui fait que ces équipes qui sont 3, eh bien, elles vont s'affronter 2 fois, c'est-à-dire Lugano, Ambri et Zug vont s'affronter une fois à la maison, une fois à l'extérieur, et puis les équipes qui sont dans un groupe de 5 s'affronteront qu'une seule fois, ou à la maison ou à l'extérieur, ce qui va leur faire également 4 matchs, et on arrive à 48 plus 4, plus 52. Là, tu nous parles des 52 matchs amicaux, là, avant la vraie saison. C'est ça que tu me dis, là? Qui va exclure les 3 Stéphane, équipes. On ne va pas reprendre ça. Moi, je maintiens qu'une bonne saison, elle n'est pas réussie que par des bons playoffs. Voilà. Je le sais. C'est ce que je disais à Fribourg, là, où je viens de Fribourg. Écoutez, il y a quand même une super saison, etc. Puis, pour pas tout jeter. Tout n'est pas bon à acheter. Faut se calmer un petit peu. Voilà. Et donc là, le calendrier, il n'a pas encore commencé à travailler dessus, puisqu'il y a cette interrogation de quelle équipe monte et comment on répartit les groupes de 5, les 2 groupes de 5, parce que Ajoie est à l'ouest et puis Cloton est à l'est. Donc, alors, je n'ai pas encore parlé précisément. Géographiquement, je précise. Voilà, exactement. Ajoie va être dans quel groupe, Régis? Non, alors, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça avec Billy. C'était quand même que à la pause d'un match, donc ce n'était pas un entretien en privé dans une loge à Rapperswil que j'ai fait ça, mais on a discuté un peu, et là il m'a dit je vais tantôt pouvoir me mettre sur le calendrier, mais j'attends que ça se dessine un peu dans cette finale de Swiss League, donc pour savoir qui aussi serait promu, et je pense que ça va être lié au groupe. Voilà. Ouais, ça fera en tout cas de nombreuses discussions quand il y aura la répartition des équipes, de savoir pourquoi telle équipe est dans le groupe Est ou telle équipe est dans le groupe Ouest, en plus de Cloton ou d'Ajoie, qui eux, ça semble logique, on va pas avoir comme quand Lausanne avait été promu ou Lausanne avait été mis dans le groupe Sud parce qu'il remplaçait Langnau poste pour poste. Donc voilà. Merci Régis pour ces précisions. Merci Jean-Philippe et Stéphane également pour
cette émission qui a été finalement assez longue aussi. On a quand même réussi à bien discuter, à bien développer. Merci à vous dans le chat. C'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, les gars. Exactement. Merci également à tous dans le chat pour vos nombreux commentaires, questions. On n'a pas pu répondre bien évidemment à tout le monde parce que sinon on est encore là dans 2 ou 3 heures avec les nombreuses questions qui arrivent. Cette émission, elle est disponible sur Facebook immédiatement, plus tard sur YouTube, sur SoundCloud, sur Spotify et sur Apple Podcast pour les replays. Et n'oubliez pas de vous abonner à ces différentes plateformes pour ne manquer aucun Overtime. Ça reviendra lundi. On parlera des quarts de finale et des demi-finales de National League principalement. Excellente fin de journée. Bye bye. Ciao tout le monde.